Alors, nous allons remercier Dieu pour nos 5 colonels qui désormais sont passés généraux. Et ça fait plaisir. Même pour ceux qui n'ont pas bien compris, parce que je suis sûr que beaucoup vont parler pour essayer de créer. Wow, bon, je ne sais pas. Alors, non, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle là, les caméras que j'ai installées partout à la maison, il y a l'écran qui est là. Et la train me dit quelque chose, donc je lisais. Alors, les généraux, les gens vont parler. Ils vont dire beaucoup de choses. En ce qui me concerne, je vais essayer à ma modeste manière d'apporter ma petite contribution pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre le fondement de la montée en grade de nos 5 colonels. Il s'agit d'Assimi Goïta, il s'agit de Sadio Kamara, il s'agit du vice-premier ministre Abdoulaye Maïga, il s'agit du président du CNT, Conseil national de transition, et puis le grand patron du renseignement malien, Mourouba Koné. Donc ce sont les 5 qui sont montés en même temps en grade de généraux. Mais les gens vont essayer de manipuler. Donc je vais baliser le terrain pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui s'est passé. C'est fondamental. Deuxièmement, j'étais un peu absent parce qu'il y a quelque chose qui chiffonnait à moi. Et je remercie Dieu qui a focalisé mon esprit sur les élections aux États-Unis. Quand je vous parle de ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent que, oh, parce que tu n'as rien à faire. Donc les gens préfèrent courir, aller sur les réseaux, écouter tout et du n'importe quoi, mais ce qui demain va être soit un avantage pour nous, soit un problème pour nous, les gens ne le font pas. Et quand tu viens chez moi à la maison, c'est vrai, c'est un peu, quand les gens viennent toujours me voir connecté sur toutes les chaînes de télévision américaines, bon, c'est la pub, si je comprends anglais, il n'y a pas de problème. Et puis je suis l'actualité. Souvent, je suis gêné, je suis obligé d'enlever quand les gens sont là. Sinon, c'est un peu, tant que tu comprends, ils comprennent rien, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Bon. C'est important. Pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de combattre, je demande pardon à ceux qui comprennent un peu l'anglais ou ceux qui sont même là-bas. Allez-y parfaire votre compréhension sur la démocratie. L'élection américaine démontre aujourd'hui à la face du monde qu'il n'y a pas de démocratie. Non. C'est un jeu d'intérêt maquillé en un système politique qu'on veut nous faire croire comme une sorte de démocratie. Je répète, il n'y a pas de démocratie en tant que telle. Ça n'existe pas. C'est une vision de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Si vous voyez la démocratie, je vous en prie, attrapez la démocratie et puis venez nous montrer ce que c'est. Parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a un concept d'intérêt maquillé sous l'appellation démocratie. Si vous ne suivez pas les élections, c'est ceux qui vont vous imposer la démocratie là. Si vous ne suivez pas chez eux comment ça se passe, vous allez continuer à vous comporter. Sinon, on va continuer à se comporter comme des moutons. Et puis on va brouter les herbes seulement. C'est-à-dire, on va brouter là où ils vont nous attacher. Et comme je n'ai pas envie qu'on me manipule, je n'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose, je vais m'informer. Les élections américaines aujourd'hui démontrent à suffisance au monde entier qu'il n'y a pas de démocratie. Ça n'a pas existé. Et vous savez ce qui me plaît? Aujourd'hui, tous les républicains reprennent en boucle quelque chose que j'avais été le seul à annoncer
avant même que Donald Trump même n'en parle, le coup d'État contre Joe Biden et la vieille femme qu'on a amenée là, la ridicule là, qui rit, on dirait les drogués là. La femme là, mais je ne sais pas si elle n'a pas la maladie de la ricologie. Et ricologie, n'allez pas chercher, ça n'existe pas. C'est une invention de Keïta. Cette femme, je me pose la question, si elle est normale, je me pose la question, est-ce qu'elle se drogue pas un peu? Est-ce qu'on peut te bête comme une femme comme... c'est pas les femmes que je suis. J'ai dit, est-ce qu'on peut te bête comme ça? Même si c'est un homme là, j'ai posé, est-ce qu'on peut te bête comme ça? D'abord, elle redit ses origines. Pour une question d'élection, elle prétend être noire, alors qu'il n'y a rien en elle qui fait d'elle une femme noire. Et il y a des idiots comme Barack Obama qui sortent et prétendent des gens, des idiots encore comme Cheikh Odile, c'était Magic Johnson. Non? Enfin, ils ont recruté des gens pour venir. C'est ça, je vous dis, la démocratie n'existe pas. Pour que Barack Obama puisse parler là-bas, il a été payé. Il dit qu'il a fait 1 ou 2 jours. Les 1 ou 2 jours, c'est à peu près 500 000 $ que les démocrates ont payé. Il n'est pas venu parler gratuitement. Tout ce que vous voyez défiler sur les podiums là, pour venir soutenir là, on les paye. Mais des gens comme Elon Musk, il n'a pas besoin d'être payé. L'homme le plus riche du monde, tu as le payer combien pour aller sur le podium de Donald Trump. Il n'a pas besoin d'être payé. C'est parce qu'il y a un système corrompu. Alors, ce sont ces Américains-là, avec ce Anthony Blinken, ces idiots-là, que le vieux irresponsable Alassane Ouattara est en train de se pavaner avec dans les rues d'Abidjan. Ces mêmes Américains, aujourd'hui, on est en train de voir la véritable face de cette soi-disant démocratie. Il n'y en a pas. Et je vais vous épargner les lots du coup, je vais vous démontrer tout de suite. Ne vous en faites pas. Avant d'abord de féliciter les 5 colonels qui sont devenus désormais les généraux de brigade, je voudrais, vous avez vu que j'ai mis Mahmoud Dicko avec des interrogations. C'est comme si j'ai été mandaté, c'est comme ça que je comprends et c'est comme ça que je ressens. Dans le monde, nul n'est parfait. Même celui qui a tenté de vous ôter la vie, s'il ne réussit pas, Dieu dit, il faut lui pardonner, mais ne lui faites plus confiance. Donc, pardonnez à quelqu'un. Pardonnez les actions de quelqu'un. Et se jeter dans les bras de la personne, c'est pas la même chose. Le pardon est divin. Et c'est Dieu seul qui peut prédisposer le cœur de quelqu'un pour pardonner lorsque on a atteint un certain degré d'offense. Mahmoud Dicko, je ne l'ai jamais vu personnellement, je ne lui ai jamais parlé. Mais je dis, je demande au président Koïta, au peuple malien, au gouvernement du Mali, si il y a je suis sorti, j'ai parlé contre ce monsieur, j'ai dit ce que j'avais à dire à l'époque. Et quand ces suiveurs-là même voulaient défier l'autorité, je dis, vous n'êtes rien dans ce pays et vous ne pourrez rien faire si les autorités prennent des décisions. Mais vous savez, ça fait un bout de temps, j'ai un jeune frère qui vient chez moi pratiquement tout le temps, comme on entend de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Et chaque fois, je parle de Dicko. Et c'est aujourd'hui, au moment où j'allais commencer mon direct, que j'ai senti le besoin, comme une sorte de pression spirituelle, comme une sorte de demande divine. C'est-à-dire une demande qui vient de Dieu lui-même. Ça, si vous n'êtes pas suffisamment disposé pour comprendre le langage de Dieu, je vous en prie, ne cherchez pas à savoir comment Dieu peut dire à Keïta. C'est plus compliqué que pour vous-même. Alors moi, je n'ai pas de problème de dire que Dieu m'a dit de faire ça. J'ai dit toujours, je suis le baobab de Dieu.
Vous avez vu que le Sénégal a présenté son baobab. Sénégal 2050. C'est pas un baobab qu'on vous a présenté, mais je suis le baobab de Dieu. Je sais pas si Ousmane Sonko a été peut-être inspiré par le baobab de Dieu que je suis. Et le Sénégal, on vous a présenté Sénégal 2050, le baobab, où ils ont décrit tout, mais je suis le baobab de Dieu. Donc, je demande à nos autorités, au peuple malien, d'essayer de permettre aux vieux Diko, malgré ce qu'on peut lui reprocher, on peut prendre ses distances, on peut faire très attention, on peut faire tout pour ne pas tomber dans une ruse, mais j'estime que, à mon niveau, tel que je ressens le besoin, tel que j'ai été mandaté, parce que quand vous êtes mandaté, chaque 5 secondes, quand c'est Dieu qui vous parle d'une mission, vous allez fuir comme à chaque instant. Il va vous rappeler ça, jusqu'à ce que vous compreniez. Donc moi, je souhaite que les autorités et le peuple malien acceptent de pardonner à Diko. Même si Diko lui-même peut dire, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'on a dit, je n'ai rien fait. Il va le dire, ça c'est certain. Ces hommes vont le dire. Moi, je n'ai pas besoin de dire, ils ont dit, ils n'ont pas dit, ils ont fait, ils n'ont pas fait. Ce que j'ai ressenti, c'est que le vieux est fatigué. C'est l'image qu'on m'a montrée. Et que le vieux veut rentrer chez lui. Je demande au président Assimi Goïta il n'a pas donné l'ordre. Explicitement, il n'a pas donné l'ordre direct. C'est au regard de ce que on a reproché. Je ne sais pas s'il y a une plainte ou s'il y a une procédure. Mais le vice-premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a brossé cela. Je souhaiterais que les autorités fassent un effort. Le vieux va pas reconnaître qu'il a fait quelque chose, ça c'est certain. Mais je demande à nos autorités de ne pas regarder ce qu'il va dire ou ce qu'il prétend, mais de lui accorder la faveur de rentrer chez lui. C'est tout ce que je demande aux autorités. Mais je ne dis pas aux autorités de laisser rentrer quelqu'un qui a commis un crime et puis de laisser faire ce qu'il veut. C'est pas ce que je dis. Il appartient aux autorités de savoir dans quelles conditions il va rentrer. Il appartient aux autorités de déterminer dans quelles conditions il peut entrer. Vous pouvez entrer et puis vous êtes sous surveillance. Dans tous les pays, ça se fait. On surveille vos faits et gestes, vos communications sont surveillées. On peut le faire. Mais j'estime qu'il faut le laisser rentrer. Pour la simple raison que Diko, on peut ne pas être d'accord avec Diko aujourd'hui. Mais à un moment donné, Diko s'est battu pour le Mali. On peut ne pas apprécier la démarche de Diko aujourd'hui. On peut ne pas comprendre l'attitude de Diko aujourd'hui. Mais Diko, à un moment donné, dans l'histoire de ce pays-là, Diko a joué un rôle. Diko a parlé. Diko a accompagné la population. Diko a soutenu la population. Je voudrais que, ne serait-ce que si quelqu'un, ne serait-ce que vous a fait, ne serait-ce qu'un seul bien dans votre existence, il faut en tenir compte. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son numéro de téléphone. Il m'a jamais parlé. Je ne sais même pas où il habite. Je ne sais même pas où se trouve sa mosquée. Je ne sais même pas dans quel quartier il est. J'ai défié l'organisation qui s'est créée autour de lui, là. Je les ai défiés à 2 reprises. Et j'ai dit, l'autorité va sortir, prendre une décision. Si vous êtes garçon, contestez la décision. J'ai dit, moi je dis, aujourd'hui, il est temps que le vieux rentre auprès de sa famille. C'est le pardon que je demande. Je demande humblement pardon au président Assimi Goïta, pardon au peuple malien. Ils n'ont qu'à laisser Diko entrer. C'est pas moi. C'est cette pression que j'ai. Et la pression, quand c'est comme ça là, je sais que ça vient de Dieu. Et je pense que peut-être que le vieux a compris. Peut-être que Dieu a suffisamment parlé au vieux.
Dieu l'a suffisamment touché pour qu'il comprenne. C'est pourquoi il est silencieux. Et s'il est silencieux, ça veut dire beaucoup de choses. Je demande pardon au peuple malien, je demande pardon au président Assimi Goïta, je demande pardon à la justice. Je ne dis pas que la justice ne doit pas faire son travail, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ce qu'on reproche n'est pas fondé, c'est pas ce que je dis. Moi je dis qu'on pardonne aux vieux. Si on veut faire quelque chose d'autre, ça c'est autre chose. Mais qu'on permette aux vieux de rentrer. C'est le pardon que je lance aux autorités, aux 5 généraux, particulièrement à 2 parmi eux, sinon 3. Au président Assimi Goïta, au ministre de la Défense Sadio Kamara et au vice-premier ministre Abdoulaye Maïga. Je leur demande de joindre leurs mains et d'intervenir auprès de qui de droit pour permettre à l'imam Diko de pouvoir entrer au Mali. C'était ce que je voulais faire. Maintenant, j'ai le cœur léger. J'espère que Dieu comprendra que j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, alors, oh là là, c'est compliqué. Alors, les 5 généraux, comment on est arrivé à ce que les 5 généraux, les 5 colonels deviennent aujourd'hui les 5 généraux? Ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a eu des assises au cours desquelles il a été demandé d'abord, le prolongement de la transition, et puis 2, il y a beaucoup de choses qui ont été demandées, mais je vais me limiter à 2. Le prolongement de la transition, oh là là, c'est pas vrai, j'ai un problème de connexion. Alors, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais essayer de régler cette question de transition ici. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi? Ah. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh. Oh là 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 là. Ok. Non, une seconde, voilà. Ok. Non, une seconde, ça me fatigue. Oh, bon, les gars, je vais reprendre ici, et puis on va aller. Alors, donne-moi une seconde, on va aller. Oh, on était déjà bien ici, on va continuer, c'est pas vrai. On va reprendre rapidement avec TikTok là. Ouh là là. Alors, donc, les 5 généraux, il y a eu des assises, il y a eu, j'oublie exactement la période, ils avaient demandé d'abord, de prolonger la transition. Ok? Donne-moi une seconde, je vais voir ce que je vais faire ici parce que je vais essayer de relancer TikTok là. Ils avaient demandé de relancer. Ah, c'est pas vrai. Donne-moi une seconde. Alors, ils avaient demandé d'abord, de prolonger la transition, la durée de la transition. Ils avaient demandé de prolonger la transition, ça c'est un. Et puis, deuxièmement, ils avaient demandé que les 5 colonels passent au grade de généraux. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une décision des autorités elles-mêmes. C'est une décision du peuple. Le peuple souverain, le peuple souverain, le peuple souverain. Une 3e fois. Mais regardez ce que le président Goïta, le gouvernement et les autres colonels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de décider de devenir eux-mêmes
des généraux, ils ont d'abord, au sein de l'armée, tous ceux qui méritent de passer d'un grade à un grade supérieur, tous ceux-là d'abord ils ont pris le temps d'abord de mettre de l'ordre au sein de l'armée. Parce que cette partie, si elle nous échappe, cette partie, si on n'en tient pas compte, les vendeurs d'illusions, les manipulateurs vont faire croire que voilà, ils ne veulent pas partir du pouvoir, maintenant ils sont devenus généraux, voilà des dictateurs, blablabla. Mais avant de passer au grade, d'abord toute la hiérarchie militaire était d'accord, ça c'est un. Et au sein de l'armée, tous ceux qui méritaient de passer à un grade supérieur et qui n'ont pas été, peut-être avec les régimes passés, ils ont pris le temps de mettre de l'ordre au niveau des grades d'abord, pour ne pas que demain, on puisse utiliser leur passation à grade de généraux comme élément pour créer le trouble au sein des éléments, au sein des forces armées. Parce que je vous dis, le diable, il est fort. C'est pourquoi Dieu lui-même, il appelle le diable le malin et le rusé. Ils sont malins. Ok, je vais arrêter. Bon, donne-moi une seconde. Au niveau de TikTok, là, je vous ai pris, allez sur YouTube ou Facebook. Je vais arrêter parce que je commence à me fatiguer là-bas. Vous allez venir sur YouTube ou bien Facebook. Facebook, il y a deux comptes. Il y a le compte Keita Chekoumar et puis il y a la page Chekoumar Keita. Donc, on a 4 sessions qui sont ouvertes simultanément. Si ça marche pas ici, alors venez sur YouTube. Alors, donc je voudrais que cela soit bien maîtrisé, qu'on comprenne ça. Voilà. Donc, les colonels, surtout le président Assimi Goïta, ce n'est pas quelqu'un qui court après les titres. Ce n'est pas quelqu'un qui court après les nominations. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche un nom. Dans mes secondes, je vais arrêter ici. C'est pas quelqu'un qui cherche un nom. Donc, ils ont pris le temps, je le répète, de mettre de l'ordre d'abord au sein des forces armées, avant de eux-mêmes de passer au grade supérieur. Donc, ils ont préféré être les derniers à passer en grade supérieur et donner la priorité aux autres. Ceux qui devaient être capitaines sont devenus capitaines, ceux qui devaient être colonels sont devenus colonels, ceux qui devaient être généraux sont devenus généraux, ceux qui devaient être ceci sont devenus ceci, lieutenant-colonel, tout ça. Quand ils ont fini, maintenant, eux-mêmes d'accord. Voilà. Alors, quand c'est comme ça et que c'est bien compris, je pense qu'il y a les petits idiots, les petits pervers égarés qui veulent... Parce qu'il y en a qui n'attendent que ça, hein. C'est une opportunité pour eux. Donc tout de suite, hein, ils peuvent s'agripper et puis dire voilà. Si vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des contacts au sein des forces armées, vous n'avez qu'à aller vous informer si ce que je dis ne tient pas la route, si ce que je dis, je ne fais qu'inventer, si ce que je dis n'est pas vrai. Allez vous informer. Parce que on a vu à la télévision, on n'a pas tout vu, mais ceux qui sont passés au grade des généraux, il y a des mois de cela, on a vu, on leur a remis leurs épaulettes, enfin, comment vous appelez ça, les étoiles. On a vu. Voilà, donc, félicitations aux 5 généraux. Évidemment, ils vont continuer, les mérites seront reconnus, les mérites seront récompensés au sein des forces armées, au sein de la police, au sein de la gendarmerie. Voilà. Donc, ce n'est pas après eux la porte est fermée, non. Les mérites continueront d'être récompensés au sein de nos forces de défense et de sécurité, peu importe le corps.
peut être de l'armée, on peut être de la police, on peut être de la gendarmerie, on peut être d'un autre corps, en tout cas tout ce qui est force de défense et qui mérite un grade. Chacun recevra, n'est-ce pas, en fonction de ses mérites, c'est tout. Le plus méritant sera récompensé. Ça, c'est fondamental pour nous. Alors, maintenant, ça c'était les petits points, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, il y a un débat qui a peut-être enflammé un peu la toile. Vous savez, lorsque les débats deviennent des débats de personnes, personnellement, je ne me reconnais pas dedans. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Bon, les procédures judiciaires aussi, j'évite très souvent d'intervenir. Je suis intervenu, je crois, une seule fois, une ou deux fois, l'arrestation de Ben Le Cerveau, et puis l'interpellation d'Abdoul Niang. Je suis intervenu, et modestement, j'ai donné ma position sans prendre parti, sans offenser qui que ce soit, sans remettre en cause le fonctionnement de la justice. Bon, il semblerait que pendant le procès du jeune Malien qui est à Paris, que vous connaissez, je sais pas tout, bon, je sais que par le passé, il m'a même insulté aussi, on m'a dit ça, mais pour moi, c'est pas grave. Hein? Moi, j'ai toujours dit que Dieu a fait mon pas là. Aujourd'hui, là, je peux ne même pas mettre ma bouche dedans et dire, bon, voilà, moi, tu m'as insulté, voilà la conséquence qui est là. Tu vois? Mais on sait, dans la vie, on dit, tant qu'on vit, il faut s'attendre à tout. Ok? Le malheur de quelqu'un ne doit pas être le bonheur pour les autres. En tout cas, pas à ce qui me concerne. Bon, il paraîtrait que lors du procès, que le procureur, vrai ou faux, je ne sais pas, j'ai dit, mais il paraîtrait qu'il dit que les autorités n'ont mandaté personne pour les défendre sur les réseaux. Maintenant, et on m'a apporté plusieurs témoignages de vidéos des gens qui sont intervenus par rapport à ce que le procureur aurait dit lors de ce procès. Soit ce que le procureur a dit a été mal interprété, parce qu'on peut comprendre que le procureur a dit cela, il peut dire, bon, le gouvernement, la transition n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller le défendre en insultant, en proliférant des insultes, des menaces, des injures. Peut-être que c'est ça le fond de la pensée du procureur. Bon. Et moi, je pense que c'est ça. Objectivement, c'est à ça que je pense. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Dire, la transition n'a demandé à personne de la défendre en proliférant des insultes et des injures. Voilà comment je comprends. Bon, vous savez, les gens, ils ont la manie souvent de transformer les propos des gens. Donc, il y a des gens qui ont dit, ah, il dit que le pouvoir n'a demandé à personne de le défendre. Tout compte fait, moi, je ne crois pas que ce soit ce que le procureur a dit. Je suis convaincu qu'il a dit, le pouvoir n'a demandé à personne de le défendre en proliférant des insultes et des injures. Voilà comment j'ai compris la position du procureur. Et c'est sur ça que je m'en tiens. Maintenant, quand on fait l'extrapolation, que le pouvoir n'a demandé à personne, personne ne peut aujourd'hui dire avec une vérité absolue que le pouvoir n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aider. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. Alors, je vais vous démontrer pourquoi c'est faux. Je ne dis pas que le procureur a dit faux, c'est pas la même chose. J'ai dit, je crois que ce que le procureur a dit, et j'ai la ferme conviction que ce qu'il a dit, c'est le pouvoir n'a demandé à personne de le défendre en proliférant des insultes et des injures. C'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, quand il s'agit de dire que le pouvoir n'a demandé à personne de le défendre, c'est absolument faux. Faux et faux. On peut ne pas être d'accord du fait que le pouvoir ne soutient pas ceux qui le défendent. Voilà ma compréhension. Le pouvoir ne le fait pas. Ça, vous avez vu ces temps-ci, beaucoup de gens, vous avez entendu beaucoup. Mais, je vais m'arrêter à un seul niveau. Deux, pardon. Quand on dit, le pouvoir n'a demandé à personne de
de l'aider ou de le soutenir. C'est faux. Je vais vous donner une petite erreur. Lorsque nous étions à un moment critique pour faire passer la nouvelle constitution et que les politiciens avaient fait croire au ministre Abdoulaye Maïga et au président Bouita, ils peuvent faire la campagne du oui parce qu'ils soutiennent et ils accompagnent la transition. On a vu comment la campagne a bâclé. C'est à la dernière minute. Vous vous souvenez que les activistes sur les réseaux ont été appelés à Koulouba. Vous vous rappelez ce jour, j'ai fait un direct où j'ai dit je présente toutes mes excuses au président Assimi Goïta et aux responsables de la communication de la présidence. Parce que on vient de me dire, je viens de recevoir un test message à 13h30 et on me dit à 13h30 d'être à Koulouba. J'ai dit, mais est-ce que moi je suis Dieu ou bien je suis un génie? Comment je reçois le message à 13h30, on me dit j'ai rendez-vous à Koulouba à 13h30 avec le responsable de la communication d'Assimi Goïta. J'ai dit, mais comment je faisais? Donc je suis sorti ce jour-là et puis j'ai dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas qui vous avez contacté, je ne sais pas avec qui ils ont passé l'info, mais moi je vais de recevoir l'info tout de suite. Donc malheureusement je ne pourrais pas aller et je ne suis pas parti. Alors si le pouvoir ne nous a pas demandé de l'aider, pourquoi le pouvoir? Parce que ça, c'est une preuve suffisante pour moi pour dire que le pouvoir nous a demandé de l'aider. Pour que le procureur ait dit qu'il ne l'ait pas dit, bon, ça c'est une petite leçon. C'est pas vrai? Oui, c'est faux. Ça c'est un. Deuxièmement, quand le premier ministre Choguel Kokala Maïga, quand il parle, on peut ne pas être d'accord avec le premier ministre sur beaucoup de points. Mais un jour, il a dit quelque chose. Il dit aujourd'hui, tous les Maliens sont devenus des géopoliticiens. Mais comment, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Sur quelle base est-il? Sur quel fondement est-il? Ça c'est un. Troisièmement, pardon. Lorsque on dit, le pouvoir n'a demandé à personne de l'aider. La première fois que Abdoulaye Maïga est allé à New York tenir ce discours emblématique et historique, qui a fait sortir la population? Qui a demandé au peuple de sortir? C'est ceux qui sont sur les réseaux. Et ce jour, le ministre s'est arrêté. Je crois que vous avez vu cette image qui a fait le tour du monde, où j'étais en train de communiquer avec le ministre. Oui, il est descendu de sa voiture, il venait de Koulouba, il allait rencontrer Assimi Goïta. Il dit, il voudrait nous saluer. Et quand il est arrivé à notre niveau, on m'a fait signe, on dit, le ministre veut me parler. Je suis allé, j'ai serré sa main, on a parlé. J'ai dit, monsieur le ministre, j'arrive chez vous. C'est vrai, ça fait presque 2 ans, je suis jamais arrivé, toutes mes excuses, monsieur le ministre. Est-ce que ça, on peut me dire qu'on m'a pas demandé? Bon, vous savez, il y a plusieurs manières de comprendre les choses, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Peut-être que dans l'entendement du procureur, c'est par rapport aux injures, aux insultes, aux menaces, aux diffamations, tout ça autre. Mais il n'y a aucun pouvoir au monde, à l'état actuel, aucun pouvoir au monde ne peut tenir sans les raisons. Et les réseaux ne demandent pas la permission à un pouvoir pour l'aider. C'est un devoir patriotique. Vous vous sentez habité par l'esprit, le sentiment patriotique et vous vous battez pour votre pays. Vous ne le faites pas parce que vous attendez quelque chose. Vous ne le faites pas parce qu'on vous a demandé. Vous le faites parce que vous dites que c'est votre devoir de le faire. Que le procureur ait dit qu'il ne l'ait pas dit. Le procureur peut s'inscrire dans sa logique. C'est pourquoi je dis souvent, quand on se limite à ce qu'on a pris sur les bancs, et puis on n'arrive pas à faire la transition entre ce qu'on a pris sur les bancs, et puis l'adapter à la vie sociologique, au contexte social. Je ne sais pas trop à quoi ça servirait d'avoir un doctorat, un PhD, et puis ne pas être capable de transcender, c'est-à-dire ne pas être capable de faire cette transition entre la théorie et la pratique. Parce que l'importance d'un diplôme, c'est ça.
c'est de pouvoir faire la transition entre la théorie de l'école et la pratique de la vie civile. En quoi est-ce que cette théorie peut être rentable pour la vie civile, la vie active? Je n'ai pas besoin d'un procureur pour faire de moi ce que je suis. La seule chose que je dois faire et garder à l'esprit, c'est de faire en sorte de ne pas être en déphasage avec la loi. Je n'ai pas besoin d'un procureur. J'ai toujours prié dans ma vie et demandé à Dieu que je ne rencontre jamais un procureur de toute ma vie. Parce que je ne veux même pas. En bien ou en mal. Souvent même, je dis, Dieu, si les autorités invitent qu'il y a des procureurs ou des juges qui vont là-bas, à cause de Dieu, Dieu pardon, il faut créer une situation où je ne vais plus partir. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie d'être avec. Pas que je les déteste, pas que je les hais. Non, non, non. Parce que, pour moi, c'est un concept. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que je veux même pas qu'on se rencontre, quoi. Peut-être que le jour où on se voit, c'est chez Dieu là-bas. Ce que chacun a fait, il aura ça devant. Dieu va montrer ce que chacun a fait. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis, un magistrat, peu importe, procureur, juge, avocat, greffier, huissier de justice, ou même la police, un officier de la police judiciaire, ou toute personne qui est chargée d'exercer le droit. J'ai dit, pour que vous ayez une idée, si la personne, pendant son service, pendant son serment, s'il a été honnête, s'il a été sincère, s'il était en phase avec Dieu, et s'il a appliqué le droit, en tenant compte de certains paramètres. J'ai dit, quand il va aller à la retraite, regardez à quoi va ressembler sa maison. Ça, c'est le premier indice que Dieu donne à tout le monde. Quand il va à la retraite, regardez sa maison. Regardez sa famille. Regardez comment elle vit. Deuxième indice, après sa mort, regardez sa maison. Ce que ça devient. C'est là que vous savez qu'il a été un bon juge, un bon procureur, un bon magistrat, en un mot. Mais à la retraite, quand vous commencez à voir des choses chez lui, lui-même il se rappelle, Dieu lui rappelle ce qu'il a fait, les faits. Souvent, moi je vois, ça bon, ici, Dieu merci, je n'ai pas rencontré des juges, mais je me rappelle aux États-Unis, là-bas, vous allez, les trucs les procès sont publics. Il dit, je tiens mon bic, le droit de te jeter en prison et le droit de te libérer. Et souvent, les gens regardent le juge et disent, tu n'as aucun droit sur moi. Le seul droit que tu as sur moi, c'est ce que Dieu t'aura inspiré. Mais j'ai pris que Dieu t'inspire le bien. Parce que si tu fais le faux, le même Dieu qui t'a inspiré, si tu crois que tu as un pouvoir, tu n'as rien. Parce que le véritable juge qui a le véritable pic, c'est lui. Vous savez, souvent les Américains, quand ils parlent, vous posez la question, est-ce qu'ils sont normaux? Et ça, c'est la réalité. Le pic que tu tiens aujourd'hui, c'est un pouvoir pour toi. Mais attention, attention. Dieu met le feu entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pic que tu tiens, c'est un pouvoir. Mais un double pouvoir. Aussi bien le procureur que le juge. Tous les magistrats. Le pic, c'est un double pouvoir. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Même beaucoup de juges ne le savent pas. Beaucoup voient seulement un seul pouvoir à travers le pic. C'est faux. C'est deux pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est la puissance du feu. Et le deuxième pouvoir, c'est la puissance de l'eau. Hein? Et c'est quoi ça encore? Le feu et l'eau, ils sont incompatibles. C'est pas ça? D'accord. Dieu donne le pic à un procureur, à un juge. Mais le procureur et le juge ne savent même pas que Dieu leur a donné un double pouvoir. Celui de mettre le feu ou celui de verser l'eau pour éteindre le feu.
Alors, si tu n'as pas de son, va jeter ton téléphone. J'ai pas de son. Et puis, je n'ai qu'à faire quoi? Alors, donc, il dit, donne-moi une seconde. Quand je parle ici, là, toi, tu es qui? Toi, tu es qui, là? Moi, là, quand je parle, j'ai un tableau. J'ai un tableau sur le logiciel que j'utilise qui me montre le niveau du son. Tu viens avec ta merde de téléphone et puis tu me dis ça n'a pas de son. Tu es qui? Tu as payé 5 francs ici. Je te dois. Tu as payé la lumière là. Tu crois que c'est cadeau? Les habits que je porte là, tu crois que je ramasse dans la rue? Il n'y a pas de son. Tu as payé? Tu es abonné? Tu payes quelque chose? Tu contribues à quoi? Faut m'énerver. Je vais te dégager. Tu vas même pas savoir. Alors donc, le pouvoir d'un magistrat, c'est le bic. Et le bic a un double langage. Soit à cracher le feu, soit à verser de l'eau. Le choix est entre les mains du juge ou du procureur. Et nous, on les regarde. Tu peux subir aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais Dieu fera ton combat. Si le jugement a été mauvais, Dieu fera ton combat. Mais pas dans l'immédiat. Dieu permettra au juge de se croire le Tout-Puissant ou au procureur le Tout-Puissant. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point où ils se disent, mon pouvoir finit aujourd'hui, je vais à la retraite. Le jour où tu vas à la retraite, tu n'as plus de pouvoir. Alors, la somme de ce que tu as fait, Dieu commence à calculer le bien que tu as fait. Mais avant d'aller te coucher dans ta tombe, Dieu commence à te montrer des signes de ce que tu as fait subir aux autres. Il t'a donné le bic avec un double pouvoir. Et le feu que tu as versé sur les gens, que tu as craché sur les gens, Dieu commence à te montrer ça avant que tu te fermes les yeux. Vous savez, les juges corrompus, les mauvais juges souvent, ils finissent avec ces maladies bizarres. Des maladies bizarres. Et là, il commence à se rendre compte de tous les mauvais jugements qu'il a rendus. Dieu commence à défiler devant ses yeux. Le jour où il était le tout-puissant juge, le tout-craint procureur. C'est pourquoi moi souvent, quand je vois, je dis que Dieu fasse en sorte que je ne rencontre personne en bien ou en mal. C'est pourquoi quand tu fais une bêtise, je dis bon ami que Dieu te paye. Parce qu'après, les gens me disent, Keita, le gars avec qui tu travailles, il dit, mais aujourd'hui, là, c'est compliqué. Il dit encore, dit à ça, il dit, Dieu a commencé son travail. C'est pourquoi nous demandons à nos juges, vous portez une robe qui est noire. Et cette robe noire, vous avez la couleur blanche qui est mélangée dans le noir. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprennent le fond du noir et du blanc. Maintenant, la Cour suprême en haut, et c'est le rouge, et puis le blanc. Chacun n'a qu'à réfléchir, voir le noir. Et moi, je n'ai jamais compris. Moi, même si je peux dire Assimi Goïta même là, parce que sinon on dit, et le président Ibrahim a pris la décision, je ne sais pas si Assimi est au courant. Les robes noires que vous portez là, ça c'est le blanc qui nous a dit ça, mais d'abord, sur quelle base on a choisi la robe noire? Assimi Goïta, est-ce que tu peux changer la robe de nos juges et puis de nos avocats? Souvent même les avocats là, quand j'ai un ami qui est avocat, une fois, je l'ai vu sortir avec sa robe, mais la partie blanche là, même ici là, j'ai dit, Joe, attends, toi tu l'as pas ton truc là ou bien quoi? Mais regarde comment c'est sale, c'est rouge comme ça, toi t'es sale, hein? Qu'est-ce faut laisser ça? Il dit, tu vas au procès avec ça? Tiens, faut le laisser. Il y en a, il a même pas pourri pendant une année, et puis il porte. Assimi Goïta, est-ce que tu peux changer la couleur? Pardon, Assimi Goïta, faut changer la couleur. Hein?
Noir, il porte là, il faut changer. Parce que sinon, on dit qu'on est souverain. On décide par nous-mêmes. Noir, là, on n'a pas décidé ça. C'est le blanc qui nous a imposé. Donc, pardon, Assimi Goïta, il faut changer la couleur. Ou bien, il faut dire, ne portez plus ça. Habillez-vous de façon normale, en civil. Ils ont dit qu'ils vont faire les assises nationales pour refonder la justice. Et moi, je souhaite que les gens décident que les juges et puis les trucs là, les robes noires là, ils doivent arrêter de porter ça. Parce que le noir là, vraiment, bon, moi je sais pas, j'ai dit pour moi, on va arrêter là. Alors, ils ont décidé, je vais pas rentrer parce que il y a mon jeune frère Yapi, Chris Yapi, qui a fait des révélations troublantes, des révélations qui, selon certaines indiscrétions, ont créé la panique à Abidjan. Et pour être honnête et sincère, je prie que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Pour la simple bonne raison que lorsque une seule personne, comme un empereur, un roi, enfin dans tous les cas c'est un dictateur, il centralise lui sur tout le pouvoir. Alors qu'il sait pertinemment qu'il est mortel. Alors, le jour que quelque chose arrive brusquement, tu vas faire comment? Tu fais quoi? Le pays sera plongé dans le chaos. Un chaos qui sera difficile à gérer. Un chaos qui risque de plonger le pays dans les ténèbres. Je le dis toujours, on ne peut pas ne pas regarder de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si on pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans le Sahel, c'est que vraiment, personnellement, j'estime que ça ne vaut même pas la peine que ceux qui pensent ainsi dépensent leur argent à venir suivre Keïta. Parce que ça veut dire que vous n'avez rien compris encore. Alors, je vais vous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans le Sahel. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans le Sahel, je vais vous amener à la campagne présidentielle aux États-Unis. Les chaînes de télévision CNN que vous connaissez, CBS que vous connaissez, MNSB que vous connaissez, AB7 que vous connaissez, et puis quelle autre chaîne? Toutes ces chaînes-là décident de vendre un narratif aux Américains. Mais ce narratif, il n'y a aucune part de vérité dedans. Alors, voilà une campagne qui est en cours. Alors qu'aux États-Unis, depuis des siècles, il y a une procédure qui permet de choisir un candidat pour représenter un parti. Il y a les primaires, même si le président sortant, s'il est contesté dans son organisation politique, les primaires sont organisées. Donc, les Américains, les démocrates, ce sont les plus grands pervers, les plus grands menteurs, les plus grands corrompus de toute l'histoire de la politique moderne, les démocrates américains. Quand ils disent que Donald Trump est une menace pour la démocratie, beaucoup de gens ne comprennent pas la signification de ce qu'ils disent. Ils ne disent pas que Donald Trump est une menace pour la démocratie comme une entité politique universelle. Non, non, non. Ils parlent de Donald Trump qui est une menace pour leur organisation, c'est-à-dire
le parti, c'est-à-dire les démocrates. En réalité, c'est ce qu'ils disent. Mais pour tromper le monde et tromper les Américains, ils essaient à travers des subtilités linguistiques, ils essaient d'étendre sur la démocratie. En quoi est-ce qu'un individu peut être une menace pour une organisation universelle? Je peux ne pas être d'accord. Est-ce que cela veut dire que moi, je peux être... Parce que regardez bien comment ils parlent. Ils disent, Trump est une menace contre la démocratie. Mais attendez, posez-vous la question. Mais moi, j'applique ma démocratie chez moi. En quoi est-ce que Donald Trump est une menace pour moi? En quoi est-ce que Donald Trump est une menace pour la démocratie russe? En quoi est-ce que Donald Trump est une menace pour la démocratie en Inde, en Turquie, au Pakistan, dans des pays du Golfe, dans les pays latino-américains, en Afrique? En quoi est-ce que Donald Trump, lui seul, peut être une menace pour nous tous? Alors, intelligemment, on peut se poser cette question. Est-ce que réellement il s'agit de la démocratie? Ou tout simplement, on veut amener les autres, les manipuler à travers un narratif et que tout le monde supporte leur idée, leur idéologie pour combattre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leurs principes de gestion politique. En fait, ici, c'est la rupture de Donald Trump avec le système qui est perçu comme une menace. Parce que Donald Trump dit, laissez les Africains se débrouiller seuls. On n'a pas besoin d'intervenir. Si nous voulons une relation avec les Africains, il faut que cette relation soit établie de façon gagnant-gagnant. Qu'ils gagnent, que nous on gagne. Si des Africains veulent vendre chez nous, on va les taxer. Il faut qu'ils viennent créer leur entreprise chez nous. À ce moment-là, il n'y a pas de taxe. Ils créent de l'emploi et cela participe au développement économique de notre pays. Mais moi, président au Mali, j'ai dit, bon, Donald Trump, comme tu vas taxer les produits maliens aux États-Unis 200%, moi je vais taxer les produits américains au Mali à 300%. C'est tout. Alors, Donald Trump n'est pas une menace pour la démocratie ou contre la démocratie autant pour moi. Il n'a jamais été une menace. Un, ceux qui disent que Trump est une menace, eux-mêmes violent les règles élémentaires de la procédure démocratique pour choisir un candidat. On menace. Alors, cette partie-là, même mon petit frère Christian peut dire, Joe Biden, 81 ans, petit Christian, il faut arrêter de te foutre des gens. Tu veux qu'on t'écoute, mais tu n'écoutes pas les gens. Tu veux qu'on te prenne pour le centre du monde. Tu veux être vu comme un grand enquêteur, celui qui dit, mais quand les autres parlent, au lieu de devenir t'enrichir dans ce que il t'a dit, tu sors souvent des bêtises. Joe Biden n'a pas décidé volontairement de laisser. Est-ce que toi tu comprends, mais tu bois l'eau par la tête ou par les oreilles, Christian? Joe Biden a été menacé de se retirer. D'abord, seule la Constitution ou la Cour suprême saisit pour que pour que le 5e amendement soit appliqué pour disqualifier. Il y avait deux possibilités pour les Américains, pour les démocrates. Un, saisir la Cour suprême et faire appliquer le 5e amendement, que Joe Biden est inapte à gouverner les États-Unis. Mais on va lui laisser terminer son mandat, il ne sera plus candidat. Ça, c'est la justice qui devait le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont obligé. Ils l'ont menacé. Sinon, pourquoi il n'est pas partie prenante dans la campagne de cette menteuse, cette voleuse de Kamala Harris, qui ment et prétend être noir, qui ne l'est pas. Et qui dit, les noirs, je vais vous encourager,
je vais légaliser, droguez-vous à mort, enceintez-vous à mort, soyez des idiots. Passez toute la journée à prendre la drogue, je vais dépénaliser l'utilisation de la drogue. La consommation, pardon. Est-ce que la démocratie permet la perversion? Mais pour que Kabbalah soit propulsé, ce sont des intérêts énormes qui sont en jeu. Ils ont payé toutes ces chaînes de télévision, y compris CNN, qui est une référence mondiale, mais qui aujourd'hui sont en train de reconnaître l'incompétence de cette dame. Si vous écoutez les chaînes de télévision françaises ou européennes, là, vous n'allez pas savoir la vérité. Ça seulement, je peux vous le garantir. Parce qu'ils sont d'accord pour soutenir les chaînes de télévision qui attaquent Trump. Mais si vous voulez la vérité, allez écouter, allez suivre cette campagne aux États-Unis pour vous rendre compte de la réalité. Joe Biden, les normes démocratiques, la galanterie démocratique et constitutionnelle aurait souhaité que la Cour suprême soit saisie pour dire qu'il est incapable désormais de compétir pour un second mandat. Et l'article 5 de la Constitution américaine sera appliqué. Et on permettra à Joe Biden de terminer son mandat, mais plus être candidat. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé. Et j'ai été le premier au monde, avant qui que ce soit. S'il y a un être vivant qui dit qu'il a parlé avec moi, que Dieu le détruise jusque dans sa tombe. J'ai été le seul et unique. Personne n'a parlé. Aucune chaîne de télévision européenne aujourd'hui ne dit qu'il y a eu coup d'État. C'est Donald Trump seul et dit avec son policier Vance, c'est eux qui disent aujourd'hui. Il dit, mais c'est un coup. Et aujourd'hui, Fox News, il l'avait, tout le monde le reprend, effectivement, c'est un coup. Il y a eu un coup d'État. Mais est-ce que Keïta a eu besoin de Donald Trump pour dire que c'était un coup d'État? Je n'ai pas eu besoin de Donald Trump. Je l'ai dit ici, dans cette même maison. J'ai dit, c'est un coup d'État, du jamais vu. C'est comme quelqu'un écoutait mes trucs pour dire à Trump, attention, il y a un gars qui est en Afrique là. Il est grave. Il y a eu coup d'État. Et même aujourd'hui, il en parle, il dit c'est un coup d'État. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il n'y a pas besoin de ton frigo. Il n'y a pas besoin là. Mais tu veux quoi? Non, il faut t'asseoir là-bas. Il n'y a pas ta place ici. Alors donc, quand vous regardez, soyez sérieux. Et c'est eux là qui nous disent, on n'est pas d'accord, on veut l'homosexualité. Sinon, sinon, on fait ça. Donc, permettez-moi, on n'est pas d'accord. On veut ceci, on veut cela. Bon. Et Trump dit, regardez, et puis le débat, ils ont commencé à faire, le débat a commencé. Les jeunes filles ont commencé à se plaindre que, surtout dans le sport, les hommes qui ont changé leur zizi là, pour les femmes là, ils vont maintenant dans les mêmes salles que les filles. En fait, vous savez, au sport, quand vous finissez les vestiaires, entre vous, femmes, il n'y a pas de honte, hein. Les femmes là, elles viennent, on connaît pour ceux qui ont fait le sport, on a tous fait ça un peu. J'étais pas professionnel, mais je suis juste passé à côté. Donc, vous vous retrouvez dans les vestiaires, vous changez. Alors, les femmes posent aujourd'hui, pas les femmes, pardon, les mères des filles qui pratiquent le sport. Elles posent la question à Trump. Qu'est-ce que tu vas faire pour ceux qui ont changé leur zizi là pour devenir femmes? Parce qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans les mêmes vestiaires que nos filles. Ça devient problématique. Ça devient un problème. Et ce n'est pas tout. Dans les écoles primaires, on commence à enseigner dès le bas âge aux enfants à commencer à s'aimer. C'est pas un crime.
C'est ça qu'ils appellent la démocratie. C'est ça. Et je vous dis, le président de l'Ouganda est respecté aux États-Unis. Vous savez, il est respecté et craint aux États-Unis. Parce que j'ai vu des activistes, des youtubeurs américains qui respectent ce président-là. J'ai vu, ils ont fait des choses sur lui. Ils disent, waouh, M. Béli, c'est pas quelqu'un qui se... Mais quand il y a un vieillard en Côte d'Ivoire qui permet la perversion et l'immoralité, M. Béli, c'est un chrétien. M. Béli est chrétien, catholique. Il dit, c'est pas ce que la Bible lui enseigne. Voilà quelqu'un qui dit, je suis musulman, je suis du Nord. Et voilà l'immoralité, la bassesse, l'indécence, la perversion, la chute. Aucun pays au monde, je vous donne aujourd'hui cette révélation. Appelez ça comme vous voulez. Il n'y aura aucun pays au monde où on va pratiquer sans conséquence l'immoralité, la perversion, la décadence, c'est-à-dire l'homosexualité à plein temps, en plein jour. Aucun pays au monde ne va se livrer à ce jeu et puis ne pas payer le prix. Je ne dis pas que quand tu commences aujourd'hui, demain matin, Dieu va te frapper. C'est pas ce que je dis. La vie d'une nation et la vie d'un être humain, c'est pas la même chose. Les nations sont là, ça fait des siècles et des siècles que les peuples sont là, les États sont là. Mais les personnes passent. Mais les personnes que nous sommes constituons les éléments de la nation pendant un temps. Et les actions que nous allons poser comme éléments de la nation pendant ce temps, ce sont ces actions-là qui vont déterminer le futur de la nation, même si nous ne sommes plus vivants. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Est-ce que vous avez saisi? Parce que c'est un peu élevé là, non? La compréhension ici. J'espère qu'on se comprend bien. Je répète. Les hommes demeurent, ça frôle. Les hommes passent, l'État demeure. Les hommes passent, la nation demeure. Les hommes passent, le pays demeure. Mais ce sont les hommes qui constituent les éléments de la nation, les éléments du peuple, les éléments du pays. Les actions que nous posons comme éléments du peuple, de la nation ou du pays, ce sont ces actions-là qui vont déterminer le futur de nos nations, de nos peuples et de nos pays. Mais nous ne serons plus là. On a posé ces actes, on est parti. Nous allons payer les erreurs posées, on va les payer. Là où vous le savez. Les conséquences de nos actions, la nation va les subir. Il y a deux types. S'il y a des idiots ivoiriens qui n'ont rien compris encore, les moutons dévergondés, pervers, rejetons, recherchés, non, pas rechercher, rejeter. Merci pour le ballon. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne méritez pas de vivre. Écoutez, ça, c'est cadeau que Keïta donne. On ne vous enseigne même pas ça à l'université. Je répète, on ne vous enseigne même pas ça à l'université. C'est Dieu donné. Je donne cadeau. À l'université, on ne vous enseigne pas ça. À l'école coranique, on ne vous enseigne pas ça. Je répète, je dis, les hommes sont les éléments du peuple, de la nation, de l'État. Les actes que nous posons, les actes négatifs, les actes positifs, détermineront le futur du peuple, de l'État et de la nation. Nous allons payer ce que nous avons posé comme acte. Si c'est positif, les récompenses nous attendent là où vous savez. Si c'est négatif, les conséquences, les inconvénients, nous attendent là où vous savez. Mais le peuple, lui, qui continue, parce que le peuple, on continue de mettre des enfants au monde, on continue, la nation est là, il y a la perpétuité, il y a la continuité. Et eux là vont subir les conséquences de ce qu'on aura posé nous aujourd'hui comme action. Ça c'est fondamental.
Il y a des idiots présidents que je n'ai pas encore compris, tel qu'Alassane Ouattara. C'est ce que Donald Trump dit. Il dit, président, je prends une ordonnance présidentielle. Je bannis tous les pédophiles, tous les gens qui ont changé leur sexe. Je ne veux plus les voir. C'est ce que Trump dit. Il y a un petit bâtard qui est ici, là. Que Dieu fasse de ta famille la misère de ton village. Momo, le bon garçon. Que la perversion, toi qui as sorti cette tête bizarre là, que la malédiction de Allah te suive jusqu'au dans ta tombe minable. Ici là, c'est pas pour toi, maudit que tu es. Alors, donc, il y a un petit maudit qui est là, Momo le bon. Regardez ça, c'est quelque chose comme ça. Momo le bon. Donne-moi une seconde. Attendez. Le bâtard là, je vais le dégager rapidement. Si tu es pédé, va chez tes parents, ils vont t'apprendre à être un pédé. Donnez-moi une seconde. Je vais enlever ce pédé là rapidement là. Je vais le dégager et puis on va continuer notre direct. On continue, non, ne vous en faites pas. Je vais dégager cette merde de pédé là. Parce que souvent, quand il y a des... Ouh là là, voilà, merci. Pour nous, voilà. Le bâtard là, il est là. Attendez, je vais le faire sortir. Mais attendez. Bon, il a été déjà, je l'ai, je l'ai déjà, aïe. Je l'ai déjà, il est déjà parti. Voilà. Le maudit là est parti. Je l'ai enlevé. Bâtard là, c'est dans mon direct, tu vas venir parler d'idiotie. Non, je voulais vous montrer son visage, quoi. Attendez. Alors, voilà. Alors, il y a tellement d'idiots à bannir aujourd'hui, ça c'est intéressant, quoi. Alors, on continue. Donc, et Trump, mon frère, moi je suis pas là pour faire parler d'Erdogan, hein. Moi je fais parler du Mali. Désolé, hein, c'est pas mal parlé. Voilà. Alors, donc, Trump est indexé parce que tout simplement, il veut mettre de l'ordre dans cette merde, dans ce cafouillage-là que les gens appellent liberté de choix. Mais un enfant, à la maternelle, au primaire, qui n'est même pas encore, qui n'a pas encore atteint la majorité, peut-être dans les 14-15 ans. Est-ce que vous estimez normal qu'on vienne pervertir ces jeunes gens-là, les pousser sur un chemin au motif de leur donner des choix? La décadence de la société commence lorsque vous vous attaquez à la jeunesse. On dit souvent la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Mais quand vous commencez à pervertir ces jeunes gens, quel avenir espérez-vous avoir demain? Et le combat que nous menons au sein de l'AES, retour à nos sources, retour à nos valeurs, retour à nos fondamentaux, retour à nos racines, retour à notre identité véritable, notre culture identitaire, pour nous reconstruire
Parce que chez nous, on ne connaît pas ça. On n'a pas connu ça. On n'a jamais entendu ça. C'est eux qui veulent nous imposer. C'est eux qui veulent nous dire ce qu'on doit ou ce qu'on ne doit pas. Aux États-Unis aujourd'hui, voilà une femme dont le père était esclavagiste. La mère, elle vient de l'Inde. Donc rien en elle n'est africain. Mais on dit qu'elle est noire. Regardez l'hypocrisie mensongère. Regardez le mensonge flagrant. Son père, c'est un blanc jamaïcain propriétaire d'esclaves. Son père était propriétaire d'esclaves. Mais elle ment toujours. You know, I was born in the middle class. My mom raised me and my sister, middle class, middle class. Alors, même l'expression middle class, ça veut dire quoi? Chez eux, ils n'acceptent pas la pauvreté, mais ils disent la classe moyenne. C'est ça, middle class, c'est la classe moyenne. Mais chez nous, on parle de pauvreté. Chez eux, on parle de classe moyenne. Regardez comment on utilise les mots pour maquiller les réalités. Sa mère est issue d'une famille noble en Inde. Son père était propriétaire d'esclaves en Jamaïque. Et je viens d'apprendre qu'elle a été déjà mariée par le passé. Quelque chose qu'elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais dit. Ceux qui veulent savoir, il y a une jeune dame qu'on appelle Candace, oui c'est ça, oui. C-A-D-E-N-C-E Owens. Elle est youtubeur. Celle qui fait, elle fait les enquêtes indépendantes. Une enquêtrice indépendante. Celle qui sort ces informations. Ce n'est pas tout. Le vice-président, c'est un pédophile. Le vice-président, il a abusé des enfants quand il enseignait dans, comment on appelle le nom de leur école là-bas. Alors, voilà des gens. On est en train de masquer leur passé, cacher leur identité réelle, parce que on a quelque chose sur eux. Si on réussit à faire d'eux des élus, ils seront à la merci de ce qu'on appelle le système, c'est-à-dire ceux qui sont les systèmes établis. Donc, les gens qui payent aujourd'hui, qui poussent aujourd'hui Kamala Harris, ce sont des gros bailleurs de fonds, de gros sponsors. Ils savent tout sur elle. Mais pourquoi depuis les enquêtes montrent qu'elle a menti sur ses origines? Et la Cour suprême n'a jamais été saisie. Et la Maison Blanche dit, oh, si, oh, on va voir. Donc, ils savent en réalité qui elle est. Mais on nous ment. On veut cacher. Demain, c'est elle qu'on va utiliser pour déclarer la guerre dans le Sahel. Demain, c'est elle qu'on va pousser avec un agenda caché pour nous attaquer dans le Sahel. C'est pourquoi, en suivant ces élections, notre souhait le plus absolu, c'est qu'elle échoue. Parce que Trump, il a été clair. Je n'ai pas le temps pour les Africains. Qu'ils se débrouillent, j'ai mon propre problème aux États-Unis, je vais gérer ça d'abord. Mais le temps que Trump gère ses problèmes là-bas, est-ce qu'il y a un petit bâtard de Macron qui va l'aider à Donald Trump de faire ceci, de faire cela? Parce que pour que la France puisse faire certaines interventions en Afrique, il faut que les Américains acceptent de le cautionner. À la chose, comment on appelle ça, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils vont voir ça comment? Comment ils vont le voir? Comment ils vont avoir ça? C'est pourquoi, moi, je suis de près ces élections-là. Et mon plus grand souhait, et d'ailleurs, quand Trump était président, qui a vu Donald Trump venir mettre sa bouche dans le truc des Africains? Au contraire, c'est lui qui a dit il faut enlever la base de drone du Niger. Macron est allé là-bas lui demander pardon de ne pas le faire. Parce que Macron voulait utiliser cette base de drone-là pour déstabiliser le Sahel. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention quand les gens viennent nous parler de ces élections-là. Il faut chercher à savoir, Trump est celui,
C'est là, il allait, il dit, bon, si tu veux que la base de drogue reste, tu es prêt à payer combien? Parce que tu vas mettre la paix dans la poche. Les Américains vont plus porter seuls le poids. C'est là que la France a accepté. C'est là que la France a accepté de participer au maintien de cette base au Niger. Trump voulait l'enlever. Et ça, vous avez appris. Trump dit, je n'ai pas le temps pour les Africains. Est-ce que moi, je dois dire que Trump est un con? Je dis, bravo. Il faut aller. Le temps que tu vas regarder là, ou le temps que le prochain président va venir, on a déjà fini de consolider notre ARS, notre force. On n'aura plus besoin de qui que ce soit. Tu viens, on va discuter d'égal à égal. Et notre souhait le plus absolu, c'est que Trump gagne. Parce que cette fois, Trump n'est pas la marionnette. Voilà pourquoi on dit il est une menace pour la démocratie. C'est absolument faux. Qu'est-ce qu'il a fait contre la démocratie? Au contraire, il dit aux Américains, à tout que boulette, faut me dire aussi. J'ai pris des balles, j'ai pris une balle a transpercé mes oreilles. Il y a eu une deuxième tentative dans son truc sur son terrain de golf privé. Comment on appelle avec ce joli nom-là? Il y a eu un troisième qui a été arrêté en Californie la semaine dernière. Un troisième qui voulait l'assassiner. Mais cette rhétorique-là, quand ils disent Trump et ceci, Trump et ceci, mais est-ce que la démocratie permet de dire ces genre de choses? Est-ce que la démocratie permet d'être comme ça? Mais vous êtes en train de monter des gens, manipuler des gens, manipuler des esprits pour tuer de la Trump. Parce que vous ne pouvez pas le combattre dans les yeux d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a eu le système de vote, ce qu'on appelle les early votes et choses là. Déjà, les premiers votes sont favorables à Trump. Les premiers votes actuellement sont favorables, ce qui fait que la vieille femme, elle est en train de s'exciter par toutes les choses. Maintenant, elle qui voulait jamais passer pour faire des interviews, elle est en train de passer un peu partout pour faire des interviews. On dit, mais c'est trop tard, qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux changer? Et elle a imposé. Elle a été imposée. Ce qui fait que Joe Biden ne soutient même pas sa campagne. Joe Biden est, quand les dockers, c'est-à-dire les travailleurs du port, sur l'ensemble du territoire américain, ils sont rentrés en grève. Ils avaient demandé 65% d'augmentation de salaire. 65 ou 71, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu une attente. Ils sont tombés d'accord. Il y a eu des interventions où on leur a fait déjà une première proposition de combien de pourcents, c'est beaucoup, hein. On leur a dit de sursoir jusqu'en janvier. C'est-à-dire quand le nouveau président va venir. Et Kamala, elle voulait récupérer ça à son actif. Au moment où elle était en train de s'exciter pour prétendre que c'est elle, Joe Biden, il fait irruption, dans la maison de presse, au niveau de la Maison Blanche, contre toute attente. Il arrive, et puis boum, il dit que j'ai trouvé une attente avec les dockers. Donc, tout est rentré dans l'ordre, ils vont commencer à travailler, ils ont suspendu leur grève jusqu'à janvier. Il a court-circuité, parce qu'il n'a pas aimé le fait qu'on l'a obligé, on l'a poussé. Ils ont appelé Barack Obama pour venir intervenir, quoi, à peu près à 500 000 $ pour venir parler 2 jours. Qu'est-ce qu'il a dit, Barack Obama? Il dit, tous les Noirs qui vont voter pour Donald Trump sont stupides, sont idiots. Voilà ce que Barack dit. Comment un ancien président peut dire ça? Alors, c'est ce pays-là qui est pris comme modèle de démocratie, je vous en prie. Je vous révèle tout ça pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Il n'y a jamais eu de démocratie. Il y a des élections. Oui. Et d'abord, ce qui est pire aux États-Unis, et les démocrates sont les premiers à manipuler et à marcher sur les principes élémentaires de la démocratie. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des États aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de carte d'électeur. Vous n'avez pas besoin de carte d'identité. Vous n'avez besoin de rien. Vous marchez, vous venez, vous dites, je suis venu voter. On vous donne vos bulletins. Vous avez dit, ça c'est pas vrai, là. Bon. Je mets n'importe quelle personne au défi aujourd'hui. Allez chercher
allez vous interroger, allez interroger YouTube, et puis venez me dire que ce que j'ai dit est faux. Si vous trouvez que ce que j'ai dit est faux, billahi, je bannis les réseaux à vie. Aux États-Unis, même les immigrants illégaux votent pour les démocrates aujourd'hui. Donc, hier, j'ai suivi ça de près. C'est pas hier, je suis au courant il y a longtemps. Mais hier, j'ai dit Vince, le colistier de Trump, et Trump lui-même, ils ont pris des avocats où ils sont en train de batailler sur l'ensemble du territoire américain pour empêcher toutes les personnes non américaines, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas américaines, de pouvoir prendre part au vote. Alors, vous croyez que c'est pour rien qu'Alassane Ouattara, à travers cet idiot, cette merde de Adjoumani, oui, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour voter pour nous. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est pas lié? C'est pas lié? Quand Alassane Ouattara dit, il va enrôler les étrangers pour voter pour lui, c'est pas lié? Parce que l'idiot prend exemple toujours aux États-Unis. Et aux États-Unis, aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez voter sans candidater aux États-Unis. Et c'est eux qui nous enseignent la démocratie. Et c'est eux qui se sont opposés quand Laurent Gbagbo a dit, je suis pas d'accord, on va reprendre les votes. Barack Obama s'est opposé. Parce qu'il sait comment il a gagné. Les Américains défendent leurs intérêts à travers des marionnettes. Ils permettent que les élections soient truquées. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de démocratie, je vous en prie, je ne suis pas contre qui que ce soit, je ne suis pas contre. C'est pourquoi quand Ousmane et son frère parlent de la démocratie, il dit, pardon Ousmane, je te respecte trop. Si tu sors ça de ta bouche, c'est que tu n'as rien compris de la politique jusqu'à présent. Non. Non. Il n'y a pas de démocratie. Ça n'a jamais existé. C'est un mirage. C'est une farce. C'est un mensonge. C'est un système qu'on met en place pour imposer sa volonté aux autres. Sinon, comment comprendre qu'aux États-Unis, on puisse voter sans carte d'identité? Alors, si on peut voter sans carte d'identité, est-ce que celui qui sera élu président, parce qu'il a été voté par des gens qui n'ont pas de carte d'identité, est-ce que lui, il peut s'opposer à un président ici qui est prêt à faire son affaire, qui serait voté dans des conditions troubles comme celle de Alassane Ouattara? Est-ce que les Américains, là, ils n'ont pas trouvé un allié? Si. Voilà pourquoi il y a cette perversion, il y a cette façon, il y a ce double standard quand il s'agit de la politique africaine. Parce que comment ils appliquent eux-mêmes chez eux leur système démocratique, la seule chose que vous pouvez apprécier, c'est la passation du pouvoir. Après 8 ans, après 2 mandats, tu t'en vas. Ça, c'est un acquis chez eux. Mais comment la démocratie se manifeste? Alors là, je vous en prie, si vous savez comment ça se fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Ils font chez eux. Ils partent du mauvais, parce qu'ils ont des systèmes. Et la force des États-Unis, c'est parce que ils ont des institutions crédibles, stables. Tu peux avoir des faux présidents. Tu peux avoir les institutions. Pourquoi ce n'est pas que les institutions sont fortes. Non, non, non. Ça, c'est une erreur souvent qu'on veut nous faire croire. Non. Ça a été même une bêtise de Barack Obama quand il est venu en Afrique. Il dit on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Les États-Unis, c'est pas les institutions qui sont fortes. Non. Si vous croyez à ça, c'est que vous n'avez rien compris encore. Mon frère a fait des grands électeurs, il faut laisser. Ça, c'est déjà géré d'avance. On est au courant de tout ça. On est au courant de tout ça, comment ça se passe. On est au courant de tout ça. Les grands électeurs, on sait comment ça se passe. Al Gore a gagné, mais les grands électeurs ont choisi Bush. On sait comment ça se passe.
généralement les grands électeurs, ce sont des gens, parce qu'ils sont les grands électeurs. Mais les grands électeurs, c'est ceux-là même qui choisissent le candidat au primaire. Il ne faut pas seulement dire les grands électeurs, il faut savoir comment ça marche. Les grands électeurs, c'est eux qui choisissent à la convention leur candidat. On parle de swing state, on parle de, comment on appelle ça, blue state, red state. Bon, peut-être que tu connais ça, mais je suis en train de t'expliquer un peu. Même si on parle de grands électeurs, la plupart des élections, c'est rare de voir que les grands électeurs ne s'inscrivent pas dans ce que les gens... Al Gore a voulu contester le vote populaire. C'était fou. Trump a contesté. Mais je vais laisser ça. Alors, on va revenir un peu. Quand vous regardez un peu aux États-Unis, personnellement, ça fait un peu froid au dos. C'est pourquoi il est bon, et Dieu merci, qu'en Afrique, nous-mêmes nous décidions de la procédure, c'est-à-dire quel est le type de gestion politique que nous voulons. Appelons ça démocratie, je m'en fous. Quel est le type de gestion que nous voulons? Une gestion qui tient compte de nos valeurs, une gestion qui n'est pas la copie conforme de ce qu'on veut nous imposer. Ces élections aujourd'hui, il y a une véritable menace qui est dans l'air. Il ne faut même pas qu'on se trompe, il y a une véritable menace qui est dans l'air aujourd'hui. Et les gens veulent faire tout pour que ces élections-là soient un échec pour Trump. Et je vous dis, là-bas, ce sont des gros moyens qu'ils ont sortis. Mais la force aujourd'hui des réseaux, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que aujourd'hui, là, tous les soutiens de Donald Trump sur les réseaux, Donald Trump n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider, mais allez, aussi bien que Donald Trump que les démocrates, chacun a, sur les réseaux, chacun a son soutien. Mais comme la population américaine, j'allais oublier cette partie. Quand on nous dit que ce sont des institutions fortes, c'est faux. C'est faux. C'est la population américaine qui s'accroche à ces institutions. C'est la population américaine qui refuse que ces institutions soient manipulées au gré d'un parti ou au gré d'un individu. Donc, quand Barack dit il faut des institutions fortes, il a menti. Pourquoi c'est le peuple américain? Pour la simple bonne raison que le niveau d'alphabétisation, le niveau d'instruction aux États-Unis est beaucoup élevé que chez nous. Donc, il y a des questions légitimes quand on les pose tout de suite. Les gens sont prêts à répondre à ces questions. C'est la population qui se bat pour ces institutions. C'est la population qui est prête à mourir pour la Maison Blanche, prête à mourir pour le Congrès, prête à mourir pour le Sénat, prête à mourir pour la Cour suprême. Mais attention, cela ne signifie pas que c'est la Cour suprême. Oui, la Cour suprême, parce qu'elle sait que si elle rend un certain nombre de jugements, en se basant sur le faux, elle va perdre tout de suite le crédit dont elle jouit auprès de la population. En fait, c'est la population qui donne du crédit aux institutions américaines. C'est la population qui accorde de la valeur. Et c'est cette valeur, c'est ce crédit-là qui fait que ces institutions-là sont des institutions fortes. Elles ne sont pas fortes de leur fait, mais elles sont fortes à cause de la population. Parce qu'aujourd'hui, si la population dit on ne veut plus qu'un centime sorte pour l'Ukraine, c'est terminé. Et ça, c'est ce que le peuple américain demande à Donald Trump. On va t'élire, mais on ne veut plus qu'un centime des caisses de l'État sortent pour soutenir un non-sens, en Ukraine. Ils ne veulent plus.
Donald Trump dit, c'est pourquoi, quand je prends le pouvoir day one, j'ai dit, hey, Poutine vient, Zelensky vient, attendez-vous. D'où on va plus financer la guerre en Ukraine. C'est ça, en fait. Pourquoi les gens veulent pas que Donald Trump gagne, c'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. Parce qu'une fois que Trump dit c'est terminé, le soutien, le sponsor, c'est fini, il va falloir trouver un autre moyen. Donc, de la même manière que Trump va mettre un coup de frein à la guerre en Ukraine, mais c'est de la même manière que Trump ne soutiendra pas certains pays occidentaux dans leur bêtise, dans leur folie, parce qu'une fois que lui va couper l'herbe sous les pieds des occidentaux en Ukraine, alors vous croyez que ces occidentaux-là pourront faire quoi chez nous? On aura le temps de faire ce qu'on a à faire. Et on fera ce qu'on a à faire. Ce qui fait que personnellement, non pas parce que j'aime Trump, mais je souhaite et je prie Dieu qu'il gagne. Parce que au regard de ce que j'entends, sa victoire sera pour nous un ouf de soulagement. Parce que chaque fois qu'il y a les bêtises qui vont là-bas, chez les Américains, parce que tant qu'ils ne sont pas d'accord avec les Américains, il y a des bêtises qu'ils font chez nous ici, ils ne peuvent pas faire. Mais si Trump dit, hey, j'ai dit America first, j'ai dit make America great again. Donc ça veut dire que je veux que l'Amérique retrouve ses valeurs avant. Ce qui a fait des États-Unis cette puissance économique, cette puissance militaire. Je veux retrouver ces valeurs-là. Est-ce que quelqu'un qui dit ça, il aura le temps de venir s'occuper du Sahel? Et puis regardez ce que Trump a dit. Trump dit, on va plus acheter une goutte de pétrole saoudien. On a du pétrole aux États-Unis. On a du gaz aux États-Unis. On va pomper nous-mêmes notre gaz et notre pétrole pour soutenir notre économie. Voilà ce qu'il a dit. Alors, la guerre que nous avons dans le Sahel, que les Américains nous font, c'est tout ça. Parce que si Trump se met à pomper le gaz et le pétrole américain, qui va accompagner pour venir faire la guerre sur Russie? Qui va soutenir pour venir faire la guerre? Parce qu'on sait que la personne qui va envoyer au Conseil de sécurité, il y a des bêtises où il va pas imposer son veto. Il va laisser les Russes et les Chinois imposer leur veto comme ils veulent. Nous allons pomper notre pétrole, on n'aura plus besoin du pétrole saoudien. Puisque en réalité, tout le combat du Sahel, c'est ça. C'est à cause des énergies. C'est à cause de notre pétrole, c'est à cause de notre gaz, c'est à cause de notre lithium. C'est à cause de tout ce que vous connaissez qui se trouve dans notre sous-sol. C'est pourquoi, personnellement, je n'ai pas dissocié la victoire de Trump et le renforcement des capacités économiques, énergétiques, sécuritaires dans l'AES. Pour moi, je n'ai pas dissocié. Je me dis que si Trump passe aux États-Unis, on aura le temps de nous concentrer sur notre AES. Parce qu'on n'aura pas à bénir cette guerre qui ne finit pas. La base qu'ils veulent installer en Côte d'Ivoire, personnellement, si Trump perd, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, je peux m'inquiéter par rapport à cette base. Mais si Trump gagne, pourquoi je vais m'inquiéter pour ça? Cette base, comme bien d'autres bases, Trump va, il organise, il fait son calendrier, et puis il rentre chez vous. Parce qu'il faut qu'on justifie devant le Congrès pourquoi une base américaine en Côte d'Ivoire, cette même base qu'on a chassée du Niger. Pourquoi en Côte d'Ivoire? S'ils estiment qu'il n'y a pas de raison pour que cette base reste, ils vont dégager. C'est pourquoi Ouattara, les gens ne comprennent pas. Petit Christian Puy n'a pas compris cette partie. Les chutes répétitives d'Alassane Ouattara,
les chutes constantes d'Alassane Ouattara sont liées aux élections américaines. Parce qu'Alassane Ouattara est sur la sellette. Alassane Ouattara ne sait pas si Trump gagne, comment lui, il va gérer. Alassane Ouattara ne compte même pas sur Macron pour faire quoi que ce soit. Lui, c'est sur les Américains qu'il compte. Parce qu'il s'est dit, Macron est un problème. Gouvernement instable, d'institutions par-ci, avec ce chaos, ce tohu-bohu en France. Il y a cette instabilité politique en France. Et Ouattara s'est dit, si les démocrates gagnent, il aura le soutien des démocrates pour imposer cette base-là à la Côte d'Ivoire. Mais si Trump gagne, comment il va imposer cette base à la Côte d'Ivoire alors que Trump ne veut pas se permettre à dépenser de l'argent n'importe comment? Il veut faire entrer l'argent dans le pays pour reconstruire le pays. Est-ce que Trump va se permettre de venir financer une base en Côte d'Ivoire, investir encore des centaines ou des milliards de dollars, alors que ces milliards de dollars peuvent servir à autre chose aux États-Unis? Parce que c'est tout ça qui tue le vieux, c'est tout ça qui fait qu'Alassane est malade, c'est tout ça qui fait qu'il fait des chutes chaque fois. Christian, tu peux t'informer aussi, bon, comme tu n'as pas dit bout à la Maison Blanche, sinon on peut te dire aussi que c'est une des raisons, moi personnellement, je peux dire que c'est une des raisons qui font que Ouattara, il chute chaque fois, il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. Et c'est lié aux élections américaines. Ce n'est pas seulement le cancer ou bien quoi que ce soit. C'est lié aux élections américaines. Parce que si ça tourne mal pour lui et que les démocrates tombent, c'est fini. C'est cette réalité. Alors, c'est pourquoi souvent il est bon de s'informer, il est bon de chercher à savoir ce qui se passe autour de nous pour mieux comprendre. Parce que si on ne le fait pas, on aura l'impression que, en réalité, qu'il y a rien de grave, que tout baigne dans l'huile, que tout est parfait, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Il y a des surprendre, tout est lié. Et notre plus grand souhait, en ce qui me concerne, mon plus grand souhait, c'est que les démocrates perdent ces élections. Quand vous demandez à beaucoup d'Africains, ils vont vous dire, ah non, Trump il est mauvais, il faut que les démocrates gagnent. Mais c'est le mensonge. C'est la manipulation. Il n'y a rien de vrai. Vous n'avez qu'à écouter ce que le monsieur dit, ce qu'il veut. Je veux reconstruire les écoles, je veux reconstruire nos routes, je veux reconstruire nos ponts, je veux reconstruire nos aéroports. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Qu'est-ce qui est compliqué qu'on ne comprend pas? Parce qu'il dit, le fait d'être le gendarme du monde, là, c'est terminé, on n'a pas l'argent pour ça. Donc, l'argent qu'on va dépenser au dehors, on va réorienter cet argent à l'intérieur du pays pour investir. En quoi est-ce que cela est mauvais? Et on le présente comme, comment vous le dites, on le présente comme étant l'ennemi de la démocratie, celui qui va faire tomber la démocratie, celui qui va détruire la démocratie, celui qui va échouer la démocratie. Bon, ils ont dit tout du n'importe quoi, franchement. Alors, on ne saurait terminer notre intervention sans, excusez-moi, donne-moi une seconde. Voilà, pardon, c'est ici. Voilà. Alors, voilà un message du groupe, de tous les groupes de Fatmata Batouli. La révision annuelle des listes électorales à CAI. Ambico lance officiellement la campagne de sensibilisation. Le mouvement politique et citoyen Ambico a lancé ce mercredi à Kasso la campagne de sensibilisation de ses militants sur l'importance de la révision annuelle des listes électorales. C'était à l'occasion d'une assemblée générale initiée par la coordination régionale sous le leadership de Daouda Kamara. Il est à signaler que d'autres rencontres similaires sont prévues dans les autres quartiers de la ville de Caille. Caille, je crois que c'est de là qu'est Fatmata Batouli. Donc, la sensibilisation, pourquoi être sur la liste électorale? C'est important parce que c'est le vote qui permettra, n'est-ce pas, à chacun de dire son mot. Le mode de gestion, le mode de gouvernement, quel type de président tu veux, quel type de maire tu veux, quel type de gouverneur tu veux, quel type de politique tu veux.
Ce n'est pas assis à la maison qu'on peut décider ces choses-là. Ce n'est pas à la maison qu'on peut décider de ces choses-là. C'est en prenant activement part aux élections. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux possibilités que la politique offre à tout le monde, sans exception, à toutes les personnes du monde. Il y a deux choix. Ou tu t'assois, tu subis la politique, c'est-à-dire les autres vont te faire subir leur choix, ou tu t'assumes et tu donnes ta voix et tu fais entendre ta voix. Ou tu subis la politique, ou tu fais la politique. Donc, la révision de la liste électorale, la révision annuelle permet à chacun de savoir s'il aura son mot à dire le jour des élections. S'il pourra choisir son candidat le jour des élections. S'il pourra participer activement à donner une orientation politique au pays en choisissant son candidat. Mais tu ne peux le faire que si tu es inscrit sur la liste électorale. Donc, dans la ville de Caille, le mouvement Apico a lancé ces opérations-là. Et dans tous les quartiers de Caille, n'est-ce pas, il y aura des rencontres similaires pour échanger, pour informer, pour sensibiliser. Ceux qui n'ont pas les documents administratifs, il faut faire les documents administratifs, il faut faire les papiers, il faut faire les cartes nationales d'identité, il faut aller s'enrôler, il faut vérifier si on a déménagé d'un quartier à un autre quartier, d'une ville à une autre ville, d'une commune à une autre commune. Donc, en Bicor, à travers Caille, c'est l'ensemble du territoire malien pour que chacun puisse pleinement, n'est-ce pas, être inscrit sur la liste électorale. Après avoir soutenu les femmes qui ont le cancer du sein, nous lançons encore l'appel à Bicor. Nous sommes prêts à accompagner à Bicor pour soigner les femmes qui ont le cancer avec nos différents projets. Parce que nous avons des résultats. Ne partez pas, j'ai une très bonne nouvelle. Une très grande nouvelle. Quelque chose d'inattendu. Alors, donc nous ne faisons que soutenir, nous ne souhaitons que le bien au mouvement, à tous les groupes, à Fatmata Patuli, à toute son équipe, à sa jeune sœur. Après avoir déplayé nos quartiers des ordures, après avoir débouché nos caniveaux, après avoir donné des kits scolaires aux enfants orphelins, militaires, après avoir soutenu encore les femmes atteintes du cancer, en donnant des kits scolaires à leurs enfants, la voilà encore sur le terrain pour encourager, pour susciter chacun, afin que tout le monde puisse s'enrôler pour ceux qui ne le sont pas. Si vous êtes déplacé, si vous avez déménagé, si vous n'êtes plus dans la même localité, alors, allez-y, faites savoir dans la nouvelle localité, faites savoir que vous étiez dans tel quartier, maintenant vous êtes là, pour qu'on puisse vous enregistrer correctement sur la liste électorale, parce que les élections, ce sera pour bientôt. Je ne sais pas quand, mais les élections forcément vont arriver un jour ou l'autre. Alors, quand les élections seront là, il faut que chacun puisse participer pleinement à ces élections-là et faire le choix qui lui convient sans gêne, sans problème. Et puis, comme je le dis, hein, c'est toujours bon à savoir.